Lundi dans l'émission, on vous parlait déjà d'un sujet intéressant, les Pledge Share Financing. Je vous renvoie évidemment au replay, les crédits adossés à des actions, notamment en Chine, qui peuvent poser problème quand les marchés actions baissent, ce qui est le cas depuis le début de l'année en Chine notamment. Et on va continuer aujourd'hui avec notre série, on va dire, sur les nouveaux risques qui peuvent peser, déstabiliser la planète financière. On vous parle aujourd'hui des prêts à effet de levier, notamment aux États-Unis. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Patrolin, donc, président d'Albatros Capital. C'est la lecture des échos, hein, je ne mens pas, hein, je dis la vérité, qui m'a alerté. Un sujet, quand je vous en ai parlé, il m'a dit « Oh, mais moi je connais, etc. » La Fed, et pas seulement la Fed, il y a la Fed, notamment Janet Yellen, mais aussi la Fed qui contrôle les banques aussi, qui a mis la Banque des règlements internationaux, aussi, qui ont mis la Banque centrale anglaise et la BCE. Ouais, parce qu'il y a ce type de produits sur les marchés européens, mais dans des plus faibles proportions. Voilà. Et aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Il y aurait peut-être une bulle, ce que nous dit la Fed sur ses prêts à effet de levier. Le principe, alors, on a le souvenir, on est 10 ans après la crise des subprimes, on se souvient qu'il y avait le subprime, c'était quoi? C'était des banques qui prêtent à des particuliers américains, des ménages qui n'ont pas les moyens de rembourser. Après, tout ça est repackagé dans voilà, plein, ça, titrisé, regroupé au sein de véhicules qui sont censés avoir bénéficié de notation, c'est-à-dire de risques faibles, mais c'est une pure illusion. Quand le marché immobilier se retourne et que les Américains ne peuvent plus rembourser, et bien voilà, c'est là où on voit la vraie histoire. Là, aujourd'hui, si j'ai bien compris, donc on n'est pas dans le cadre de crédit immobilier, mais de crédit octroyés à des entreprises américaines, globalement américaines, qui seraient déjà très endettées, mal notées. C'est une espèce de subprime des boîtes, non? Oui, ça y ressemble énormément. Alors, c'est très classique dans le marché américain, ce type de financement. Ça existait déjà dès les années 80. Quand si vous regardez à nouveau 1987, le film d'Oliver Stone sur Wall Street, c'est typiquement Qui est Gordon Gekko. Gordon Gekko, voilà, c'est le financier de l'époque s'appelait pas Nisken, mais enfin bref, son nom me reviendra. C'est très classique sur le marché américain. Là, la grande spécificité depuis la crise de Lehman Brothers, c'est qu'on est dans un environnement de taux très faible. Donc globalement, tous les investisseurs institutionnels… Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent du risque. Ils veulent du rendement. Ils veulent de la perf. Et voilà, c'est ça le souci. Parce que les taux bas, taux nuls, ça ne rapporte rien, donc on prend du risque. Juste, on va se mettre côté investisseur, mais d'abord qu'on comprenne bien comment sont structurés, encore une fois, ces crédits. Ce sont des prêts à taux variable, c'est ça? C'est ça. Taux variable, à des boîtes qui sont mal notées? Oui, ou qui ne sont pas investment grade, absolument. Ouais. Et donc, au fond, on prend comme référence un taux 3 mois, Libor, Euribor, et on rajoute 100, 150 points ou 200 points 200 points, c'est 2%. Ouais, 2%, voilà, donc ça offre une rémunération qui est plus confortable. Donc, et en plus, ça donne l'illusion d'être protégé contre la hausse des taux, puisque vous êtes sur un produit à taux variable. Ouais. Donc, c'est au fond le meilleur des mondes. Donc, il n'a pas fallu beaucoup d'efforts pour les commerciaux des grandes banques américaines pour appâter le chaland. Sauf que ces crédits, encore une fois, qui sont faits à des canards boiteux, je vais un peu loin en disant ça? Oui, c'est-à-dire des sociétés qui ont une très faible couverture, c'est-à-dire, prenons un ratio classique, c'est-à-dire dette nette sur excédent brut d'exploitation. Souvent, le ratio moyen est aux alentours de 5 et actuellement, les émissions qui sont faites, plus de 75% des émissions sur ce type de produit ont des ratios dette nette sur EBITDA qui sont supérieurs à 5. Donc, ça veut dire qu'il y a une dégradation bilancielle. On ne va pas dire que ce sont des sociétés zombies, mais dedans, il y a les fameuses sociétés zombies qui sont suivies notamment par les grands régulateurs internationaux. Donc, c'est un peu le même mécanisme qu'avec les subprimes jusqu'ici, et même si on continue un petit peu après, ces produits, si j'ai bien compris, sont revendus sous forme de placement. Sont titrisés, c'est-à-dire ce ne sont pas des obligations. Hein, ça n'a pas tout à fait le statut d'obligation, puisque vous n'avez pas du tout on appelle ça du côté américain des covenant light, c'est-à-dire le niveau d'exigence de couverture des frais financiers est beaucoup plus faible. Le cadre juridique est beaucoup plus faible. Par contre, il y a une contrepartie qui est ce qu'on appelle le droit de seniorité, c'est-à-dire qu'en cas de faillite, les détenteurs de ce type de produits sont prioritaires sur les actionnaires et les obligataires. Ce qui est plutôt une sécurité. Bon, enfin, ce qui peut être une sécurité relativement maigre. Mais en tout cas, c'est une sécurité. Le problème, c'est que tout ça a été repackagé. Mais comme dans le cadre des subprimes. Exactement. Et donc revendu donc à des investisseurs, des fonds de pension. Donc on est vraiment dans le même… On peut faire le parallèle ou pas entre les deux? Entre on peut tout à fait faire. Crédit immobilier, subprime sur ces crédits aux entreprises
Absolument. mal notés, qui ne sont pas investment grade. Et il faut rajouter la cerise sur le gâteau, c'est que de surcroît, on a, depuis que Donald Trump occupe le bureau ovale, on a une administration américaine qui est beaucoup plus laxiste sur la réglementation, sur les ratios prudentiels. Et donc, les ratios prudentiels, on réexplique. Les ratios prudentiels, c'est le capital. C'est le capital alloué qui est alloué dans le bilan des banques ou des investisseurs. Face aux crédits qui sont ce type de crédit. Donc, si vous avez un crédit, ce sont des crédits à haut risque, donc vous allouez du capital. Eh bien, la réglementation américaine est en train d'enclencher une désescalade, c'est-à-dire que les fonds propres alloués sont en réduction. Et Janet Yellen, l'ancienne responsable de la Federal Reserve, a émis un message d'alerte il y a un peu moins d'un mois dans le Financial Times, en disant que la conjonction du retournement du cycle, le cycle monétaire qui se tend, donc le taux variable, les taux se tendent par construction. Le cycle économique est plus proche de sa fin que de son début, donc ça veut dire qu'il va y avoir une dégradation en termes opérationnels des entreprises américaines. Elles seront peut-être certaines en difficulté. Voilà, parce exactement. Que comme on est en taux variable et que l'activité se retourne. Les frais financiers sont en train, pour ce type d'émetteur, les frais financiers sont en train d'exploser. C'est-à-dire que les frais financiers pour ce type d'entreprise actuellement doivent se situer à des taux supérieurs à 5%, à 5-6%. Donc, si vous avez des cash flows qui commencent à être heurtés, à souffrir, à décélérer, eh bien, vous avez une charge financière qui est en train d'exploser, qui n'est plus couverte par votre excédent brut d'exploitation. Donc, vous rentrez dans une zone d'instabilité bilancielle. On voit Janet Yellen, justement, elle a la parole qui est encore plus libre aujourd'hui qu'elle ne l'était avant, puisqu'elle n'est plus aux commandes de la Fed. Elle nous alerte sur ce risque de bulle. On prend ça au sérieux, encore une fois parce que les montants en jeu, quels sont les montants en jeu? Les chiffres donnés par les Échos à vérifier, mais on va leur faire confiance. Les leverage loans ont doublé taille en 10 ans. On serait à 1200 milliards de dollars, dont 1000 aux États-Unis. Est-ce que si on compare encore une fois, même mécanisme qu'avec le subprime immobilier, est-ce que là, en termes de taille, de montant, les montants en jeu sont équivalents? Oui, mais c'est surtout que c'est un produit, c'est des armes chimiques, c'est des produits à dissémination, parce qu'on les retrouve sous les formes d'obligations packagées, titrisées. On les retrouve aussi sous forme d'ETF. Ça veut dire qu'il y a des épargnants américains, et peut-être même certains épargnants européens, qui sont indirectement, au travers d'ETF, indexés sur ce type de produit. Et donc, la grande crainte des régulateurs, c'est que s'il commence à y avoir des risques de liquidité sur certains segments de marché, sachant que ce sont des obligations qui ne codent pas en J+1, c'est des obligations qui sont en règlement livraison à J+7. Et donc ça change quoi? Ça change que quand vous demandez de la liquidité, vous avez, vous avez des sacrés temps de réponse. On attend une semaine. Et une semaine après, le cours a baissé. Et voilà. Et donc là, vous pouvez avoir ce qu'on a fait des effets dominos, sachant qu'évidemment, la gestion alternative, les fameux hedge funds sont pas bourrés à craquer, mais sont un acteur prédominant sur ce type de segment. Donc, la grande crainte des régulateurs, c'est des enchaînements parce qu'il y a des demandes de liquidité notamment sur des produits d'ETF, sur des obligations. Et que tout le monde veut récupérer son argent. Et voilà, et qu'à ce moment-là, par construction, ce sont des produits qui n'auraient jamais dû être titrisés sous cette forme-là, puisqu'ils nécessitent, au fond, un suivi bilanciel de l'émetteur. Est-ce que oui ou non, une fois qu'on a dit tout ça, c'est une bombe à retardement ou pas? Ou on dit que c'est une bombinette et que finalement… Non, pour moi, c'est sérieux. C'est sérieux et il faut suivre de très près. Non, je pense que… du jour où ça se retourne, c'est le jour où l'économie américaine donne des signes d'essoufflement que… Non, mais c'est surtout, dans un premier impact, pour l'instant, c'est les taux variables. Donc, c'est les taux courts, la remontée des taux courts de la Fédérale Réserve qui commence à gripper. Donc c'est la Fed qui peut faire craquer ce marché-là. Voilà, donc ça peut être un craquement lent, ce n'est pas nécessairement une explosion, une déflagration façon Lehman Brothers. Mais par contre, ce qu'il faut bien suivre, c'est l'évolution de tous les spreads des signatures qui sont en dessous de l'investment grade, tout ce qui est junk bond et qui est proche des junk bonds sur le marché américain, et on observe les premières tensions. Ce n'est pas le cas en Europe, mais c'est déjà le cas aux États-Unis. Mais la Fed, elle le sait, donc quelque part, elle n'ira pas trop loin sur ces taux courts, puisqu'elle sait qu'elle peut faire très mal à ce marché des leverage loans. La Fed, pour l'instant, sa priorité, c'est de contrebalancer le policy mixte américain. Donc, contrôler la politique, si Donald Trump est dans une logique de stimulation à la fin du cycle, pour l'instant, ce qu'elle gère, c'est le risque inflationniste. Bien sûr qu'elle suit la dimension bilancielle, mais ce n'est pas sa priorité. C'est pas sa priorité. Mais une fois qu'on a dit tout ça, moi, j'ai envie de dire tous aux abris. Et en même temps, si tout le monde on a tous la même info, et s'il n'y a pas de déflagration… Ça illustre juste les limites du quantitative easing, c'est-à-dire la fameuse restriction, la fameuse punition
des investisseurs, quand vous êtes dans un environnement à taux zéro, tout le monde… On est prêt à faire n'importe quoi, Voilà. prendre des Et risques donc, pour avoir quelques pouillèmes. Et donc, de on fait rendement en l'erreur plus. classique, qui est pourtant enseignée dans toutes les universités, les écoles, qui est on ne traite jamais un rendement sans regarder le risque et sans regarder l'horizon d'investissement. Or, quand vous écrasez l'ensemble des courbes des taux, vous mettez tout proche de zéro, pour des raisons qui étaient justifiées, eh bien, vous poussez des investisseurs à aller chercher coûte que coûte du rendement et à ne plus regarder les risques afférents à ce rendement et à ne plus regarder les problèmes de duration. Donc le grand risque, ce sont ce qu'on appelle les gaps de duration, les mismatchings de duration, la sous-estimation des risques afférents. Et d'un seul coup, tout le monde notamment le risque de liquidité de pouvoir récupérer son argent rapidement. Tout le monde peut se retrouver et on observe, regardez, je fais une digression, mais regardez ce qui se passe sur le marché immobilier américain, où on a passé 10 années avec des taux de financement de l'immobilier américain aux alentours de 3, 3,5. D'un seul coup, les taux, parce que les mécanismes d'indexation se situent dans la zone 4, 5, le marché américain commence à gripper. Eh bien, c'est le même phénomène qui risque de se produire. Donc on prend ça au sérieux, la conclusion, oui, mais en même temps, on ne s'alarme pas plus que ça. Voilà, ce n'est pas les Lehman Brothers, c'est ça qu'il faut s'enlever de la tête. Par contre, oui, ça va diffuser, donc ça veut dire que le coût de financement de l'économie américaine va progresser. Parce qu'il y aura des paumes. Le jour venu, il y en a qui vont faire des pertes. Et j'observe que dans les grands, enfin, même dans le Wall Street Journal, on parle de plus en plus des sociétés dites zombies, des fameuses licornes qui ont été montées au pinacle et qui ont de plus en plus de problèmes de financement parce qu'elles trouvent, elles ont des problèmes. C'est ce qui fait que la Fed n'ira pas trop loin en termes de hausse de taux. Oui, parce qu'elle n'ira pas provoquer ça. Non, mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait de la casse. La question, c'est est-ce que cette casse va être discriminée progressivement, diffusée? C'est probablement le cas parce qu'effectivement, tu as raison, la Fed est toujours là, au fond, mais il va y avoir de la casse. Donc ça veut dire que certains investisseurs vont être confrontés à des rendements négatifs parce qu'ils ont chargé des risques d'entreprises qui ne pourront pas faire face à leurs engagements bilanciels. Et c'est pour ça qu'on voulait vous en parler. Voilà, donc de cette technique… 1200 milliards, c'est pas rien quand même. Des prêts effets de levier, c'est pas rien. 1200 milliards, si tu mets, je ne sais pas, un taux de risque, on parle de 16 à 17% de sociétés zombies. Donc là, c'est vraiment… Ça fait une paume à 200 milliards. Ça fait, et sur tes 200 milliards, tu peux mettre une centaine, 150 milliards qui peuvent… Voilà, on voulait vous en parler. On ne dira pas qu'on n'avait pas évoqué le sujet. Avec Xavier Patrolin, donc, le président d'Albatros Capital. Jusqu'ici, tout va bien. Tout va bien.